quand on entre au quartier Fayol, donc au 8e RPIMA, on arrive sur cette grande place d'armes qui est très impressionnante. Au bout, on voit le mât des couleurs, on voit le monument aux morts. On a eu un vétéran donc, qui nous a parlé de la bataille de Dien Bien Phu et de la guerre d'Indochine, qui était un des sujets principaux du travail de notre année. Et donc ça a permis une vraie entrée en matière dans notre travail. L'Indochine, c'est d'abord un théâtre qui est très très grand. Au total, ça fait 750 000 km². Ça fait combien de fois la France, ça? Juste pour avoir un ordre d'idée. Une fois et demie. Bon, mais là, je me pose une question à moi-même. Donc la France, c'est 550 000. Là, il y a 750 000, donc c'est une fois et demie la surface de la France. Donc pourquoi je vous ai mis des parachutistes? Parce que c'est un endroit où pour aller vite et loin, les parachutistes, c'est idéal. C'est un choix presque naturel au départ, puisque j'avais mon fils qui était en seconde option défense. Et donc je me suis proposé à Madame Pietraval pour apporter ma pierre à l'édifice. Et puis, chemin faisant, forcément, on y prend goût. Ce qui est le plus important là-dedans, c'est que le général de Lattre, il savait pourquoi il était là, il savait ce qu'il voulait, et il a travaillé pour l'obtenir. Alors évidemment, c'est une victoire un peu en trompe-l'œil, parce qu'il n'a jamais eu suffisamment de moyens pour pouvoir exploiter derrière. Exploiter militairement, ça veut dire que j'ai obtenu une victoire sur mon adversaire, et je vais aller au bout de cette victoire pour bousculer l'adversaire et l'empêcher de se reconstituer. Et ça, par manque d'effectifs, il ne pourra jamais le faire, et puis il meurt entre-temps, donc évidemment l'histoire s'arrête là. Et en fait, la situation en Indochine, comme vous le savez sans doute, l'année 52, le bateau continue un peu sur son aire. À partir de l'année 53, les choses commencent à se dégrader. Et en 54, c'est la catastrophe, le choix à Dien Bien Phu et la disparition de tous les bataillons parachutistes dans la cuvette. On a cette année choisi de travailler un peu plus autour de la naissance du 8e RPIMA dans le cadre de la guerre de l'Indochine et sa continuité avec la guerre d'Algérie. Et nous avons eu la chance pour ce faire de pouvoir accueillir des conférenciers spécialistes de leur domaine, certains qui avaient vécu la guerre d'Algérie, comme le général Roudeillac ou le commandant Sandmeyer, d'autres qui connaissaient par cœur le régiment parce qu'ils ont été chefs de corps de ce régiment. C'est le cas aussi du général Regla et du général Aragonès. Ils m'ont demandé de parler de la guerre d'Algérie. Je ne vais pas faire un témoignage sur le vécu, mon propre vécu de la guerre d'Algérie, car il faut toujours se méfier des témoignages. Les témoignages ont une part de subjectivité et je vais aller au-delà du témoignage pour essayer de voir plus en détail et de façon plus scientifique, si je puis dire, comme doivent l'être les vrais historiens, de ce que fut la guerre d'Algérie. Et je commencerai par une boutade, j'espère qu'ils ne m'entendent pas encore. La boutade est la suivante. Je vais leur parler d'une guerre qui n'a jamais été, et une guerre qui n'en est pas terminée. Je m'explique. Une guerre qui n'était pas. Il a fallu attendre 1999, la fin du XXe siècle, pour que les opérations qui se sont déroulées en Algérie portent le nom de guerre. On ne fait pas une guerre contre son propre département, où à ce moment-là, on parle de guerre civile. Donc, on parlait d'opérations, soit de contre-guérilla, soit de faire des opérations de maintien de l'ordre, soit de faire des opérations de contre-insurrection. Notre projet cette année a été de travailler sur la guerre d'Indochine, puis dans un second temps sur la guerre d'Algérie. Donc on a pu avoir énormément de conférences sur ces sujets, notamment avec le général Roudeillac, qui nous a parlé de son expérience personnelle durant la guerre d'Algérie, mais également il a su se détacher et prendre du recul sur cette guerre sans forcément parler de ce qu'il a vécu lui. Je peux vous dire que le 8e RPIMA, le 3e RPIMA, le 2e REP
et des régiments, d'autres régiments, je ne vais pas tous les citer, mais je sais ceux dont vous connaissez au moins les sigles, ont eu des accrochages très très durs, très violents, notamment le 9e RCP a eu des accrochages très violents pendant cette période de 57. Les zones qui avaient été soit où il y avait eu des opérations avant, donc il y avait quelques mines qui avaient pu être oubliées. J'ai par exemple vécu, moi, un jour, on démonte une embuscade le lendemain matin, on reprend une piste, et le soldat qui est juste devant moi, il met le pied sur une mine encriée. Il y avait une opération qui était passée par là, qui avait dû oublier une mine. Ça a été très enrichissant pour nous de voir de plus près ce conflit, ces deux conflits qui sont les guerres de décolonisation, méconnus. Également le fait d'avoir une conférence sur les supplétifs par le commandant Sandmeyer, c'est aussi une partie de l'histoire qu'on n'apprend pas forcément dans les livres d'histoire. Les autorités militaires et civiles décidèrent de créer ce qu'on appelle les harkis. Et ça permet de nous rendre compte que ce qui s'est passé là-bas, c'était réel, c'était problématique pour eux. Et il en a souffert, on a vu, il était ému et nous, ça nous a émus aussi. Et c'est des choses qu'on n'oublie pas. Et c'est important pour nous, lycéens, de justement avoir la possibilité de rencontrer des gens qui ont vécu des choses compliquées. Et c'est important pour le devoir de mémoire que nous réalisons en tant que classe défense. Ces serviteurs des armes, ceux que je viens de vous citer, c'est-à-dire les harkis, étaient recrutés au rabais, sans faire de distinction entre l'origine de la nationalité française, la race ou la religion, pour faire la guerre avec un contrat de journalier. Pour un peu plus d'1 euro par jour. 1 euro par jour. C'était 7,50 francs exactement pour mourir au combat. Ils pouvaient être mis à la porte au taux de là-bas, sachant que là-bas, les taux n'étaient pas les mêmes qu'ici, qu'en métropole. Ces sous-officiers et ces officiers dont je vous parle, de jour comme de nuit, sont au milieu de leurs gens. Ils y mettent leur foi, leur honneur. Ils symbolisent la France de la trahison qui les attend. Tous les bataillons para ont été ramenés, alors il y en avait déjà, mais tous ceux qui se promenaient dans l'Est ont été ramenés dans le Sud-Ouest. Et en juillet 63, le 8 est arrivé ici, et il y est toujours. Et pour la petite histoire, c'est l'unité militaire qui est restée le plus longtemps à Castres. Et bonne nuit. Du coup, les cadeaux de Noël, cette année, on va bientôt participer à la 3e édition. Moi, ça fait 2 fois que je le fais déjà. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un moment assez marquant. On voit tout l'entrain de toute la classe défense qui se réunit un mercredi après-midi pour préparer des cadeaux pour ces soldats qui nous défendent pendant ces périodes de fête. C'est une action qu'on a fait en partenariat avec des entreprises qui ont accepté de donner pour les soldats du 8e RPIMA de Castres, afin que chaque soldat mobilisé pendant les périodes de fête puisse bénéficier d'un petit colis, donc créé par les soins des élèves, mais aussi avec des volontaires, donc des entreprises qui ont donné, également des adultes et du personnel du lycée. C'est vraiment
je dirais, une action fraternelle très enrichissante pour nous tous. Je vous remercie, pas en mon nom propre, mais en l'occurrence en mon nom propre, parce que je suis toujours heureux que vous combliez de cadeaux les volontaires du 8, mais je vous remercie aussi à la place de ceux qui vont recevoir les cadeaux et qui ne pourront pas vous le dire de vive voix. Donc le commandant, Pagès, vous en a parlé là, mais voilà, quand on est loin de sa famille, c'est quand même agréable de recevoir des cadeaux. Et il y en a qui vont être loin de leur famille alors qu'ils sont à Castres parce qu'ils seront en train de monter la garde du régiment. Et eux, c'est pareil, ce sera un petit moment particulier parce qu'ils vont devoir décaler Noël d'un jour ou deux. Bon, ceux qui sont à l'étranger ou même à Bordeaux pendant 2 mois, ça les touchera. Donc voilà, transmettez bien mes remerciements à tous ceux qui y ont participé. Voilà. Faites-vous mon porte-parole. La main dessus. Même si ça ne va pas remplacer la fête de Noël en famille avec ses proches immédiats, mais un cadeau confectionné, on sait qu'il y a des gens qui ont passé du temps, qui ont fait des dessins, qui ont écrit une carte, etc. Et ben ça nous redonne chaud au cœur quand on est en opération de recevoir ce type de cadeau. Donc on imagine bien ce qu'a pu être le Noël loin en opération sans recevoir de cadeaux de nos anciens en Indochine. Là, nous, voilà, les conditions sont quand même beaucoup plus agréables et ça nous touche quand même, ça nous fait chaud au cœur. Les classes défense sont importantes parce que ça développe l'esprit de défense auprès de nos jeunes. Aujourd'hui, l'engagement, l'esprit de sacrifice, c'est des choses dont on ne parle finalement plus beaucoup. Si, je pense qu'en Ukraine, ils doivent en parler beaucoup plus que nous en France, mais parce que ça a un sens particulier chez eux. Chez nous, le seul moyen de le développer, c'est de développer des classes défense auprès des régiments. Alors on a la chance d'en avoir plusieurs au 8e RPIMA, et on a en plus la classe défense de Baral qui est, je dirais, le summum et l'objectif qu'il faudra atteindre pour toutes les autres classes défense. Parce que régulièrement, on vient y parler esprit de sacrifice. On l'a fait récemment avec les cérémonies du 11 novembre qu'on a fait en décalé de mémoire le 14 novembre à Baral. J'ai vu qu'un esprit naissait et était entretenu au sein de Baral, à la fois par le proviseur, mais surtout parce que plein d'élèves parlent de défense et que c'est naturel de parler de défense et de l'esprit de sacrifice dans la classe défense de Baral. Donc bravo, continuez. Dans le cadre de notre travail, nous avons été invités en mars à la conférence du général de Malaisie au Palais Niel à Toulouse. Cette conférence remarquable permettait de revenir sur le déroulement de la bataille de Dien Bien Phu et une analyse à la fois historique, géopolitique, particulièrement fine des causes et des conséquences de cette bataille. Dien Bien Phu est une bataille où se joue le sort d'une guerre. C'est rare qu'une bataille joue le sort d'une guerre. S'agissant de la France, c'est plus que d'une guerre, c'est d'une partie de son empire, et c'est-à-dire de son rang dans le monde. Il faut bien que vous sachiez, que vous reteniez qu'après l'effroyable défaite de 1940, la France ne compte plus dans le monde. Une précision maintenant, le site de Dien Bien Phu n'est pas une cuvette. Ça, c'est une expression absolument erronée s'agissant de Dien Bien Phu. On peut l'employer pour la bataille de Nassan en 1952, parce que la bataille de Nassan se déroule dans une toute petite vallée qui fait 6 km de long sur 3 de large. Ça, c'est une cuvette. Mais une vallée qui fait 20 km de long et 8 de large, ce n'est pas une cuvette. Donc vous voyez un peu l'entrelaçage des tranchées, etc. C'est extrêmement dense, si vous voulez. Donc le 8 et le 6 s'emparent d'Eliane 1, mais faute d'unités de relève qui vont pouvoir venir ensuite tenir la position, parce que les unités qui se sont emparées d'Eliane 1, le lendemain, elles avaient trinqué quand même. Bah, du coup, le commandement décide l'abandon d'Eliane 1, dont il avait décidé la reprise la veille. Vous voyez, là aussi, la cohérence et vous voyez, l'intelligence de la manœuvre, quoi. On la cherche vainement. Le 7 mai, c'est le silence, un silence de mort qui se répand dans la vallée. Et là, on entend
Moi, ça me fait frémir rien que quand j'y repense. Enfin, j'y étais pas, mais de penser. C'est des vagues de Viettes qui déferlent vers le PC en courant et on entend un énorme, vous voyez, comme les chevaux qui galopent. Un énorme tambourinage sur le sol. Et là, c'est des hordes de Viet Minh qui s'avancent, et puis qui s'emparent des positions, et les soldats français qui se rendent, etc. La captivité, c'est ce qu'a été le sort des prisonniers de Dien Bien Phu. 75% des prisonniers partis en captivité sont morts dans les camps du Viet Minh. 90% pour les prisonniers vietnamiens. C'est quand où beaucoup des prisonniers étaient blessés, sous-alimentés, qu'ils ont dû rejoindre par une marche à la mort qui a fait 700 km de nuit, pieds nus, etc., fait que ces organismes qui étaient déjà épuisés par la bataille, malades parfois, des maladies tropicales, plutôt équatoriales en l'occurrence d'ailleurs, de cette région du monde, font qu'il y a eu une hécatombe effroyable. Au regard des responsabilités de la défaite en Indochine, cela se résume à ceci. Les chefs militaires ont commis des fautes, les gouvernements français de la 4ème République ont commis un crime. Celui d'engager l'armée française dans une guerre sans vouloir la faire, sans vouloir lui donner les moyens nécessaires, sans la soutenir et même en l'oubliant. C'est au regard de l'histoire impardonnable et c'est un cas unique dans l'histoire mondiale des guerres. Jamais les Britanniques n'ont abandonné leur armée, jamais les Allemands n'ont abandonné leur armée, jamais les Américains n'ont abandonné leur armée. Les Français l'ont fait. Alors je donne le mot de la fin au général Bijard qui a résumé cette bataille dantesque par un hommage aux soldats qui l'ont faite, un hommage aussi émouvant que juste, car il a dit « À Dien Bien Phu, ce furent les plus petits qui furent les plus grands ». Je vous remercie. Il nous reste des travaux comme ceux qu'ont conduit ce soir le contrôleur général de Malaisie, qui nous ouvre un sujet souvent méconnu à partir de la bataille de Dien Bien Phu. La bataille de Dien Bien Phu, elle seule, symbolise à la fois le drame de la guerre d'Indochine, la perte de l'Indochine, l'abandon de populations qui vont basculer soudainement dans un monde nouveau. Et il est bon d'avoir des conférences comme celle-là, tant auprès des anciens, comme moi, qu'auprès des jeunes des classes défense. Le dispositif des classes de défense est extrêmement important pour stimuler chez les jeunes générations l'esprit de défense. C'est d'autant plus indispensable aujourd'hui que le lien avec le monde militaire dans beaucoup de familles s'est distendu, pour des raisons évidentes. Il n'y a plus ce passage quasiment initiatique par le service militaire. Et dans une ville de garnison comme Castres, c'est encore plus important parce qu'il y a une proximité avec le monde militaire, mais qui peut rester un petit peu mystérieuse ou lointaine, tout en étant proche au quotidien, et qu'il faut, à mon sens, dépasser. Et les classes de défense, en particulier celles de Barral, sont extrêmement utiles pour nous faire connaître et pour renforcer ces liens qui sont absolument indispensables. On a pu se rendre à Pau, à l'étape, l'école des troupes aéroportées. On a pu premièrement visiter le musée des parachutistes, ce qui est très intéressant car on peut retracer toute l'histoire du monde parachutiste et également tout ce qui est utilisé encore de nos jours dans le monde parachutiste. Donc on a eu le général Aragonès, ancien chef de corps du 8e RPIMA, qui nous a fait tout un parcours sur le parcours que font ces parachutistes avant d'être brevetés. Cet endroit, là où tous les parachutistes sont formés, pour nous qui sommes proches du 8e RPIMA, c'était un rêve presque de pouvoir se rendre à l'étape. Donc posé d'assaut, vous êtes dans l'avion, ceinture accrochée, et là l'avion va se poser sur la piste, mais ne va pas quitter la piste. Il ne va pas vous emmener tranquillement à l'aérogare où vous suivrez les pancartes avec voyageurs avec valise, voyageurs sans valise. Non, non, là il va s'arrêter sur la piste, il va ouvrir la rampe, tout le monde va sauter de l'avion, et puis l'avion va redécoller. L'objectif c'est que l'avion reste le moins longtemps possible au sol,
parce qu'en fait c'est quand il est arrêté qu'il est vulnérable. Tout le monde le comprend bien. Mais à Dien Bien Phu, l'avion de Geneviève de Gallard qui était venu pour évacuer des blessés, il s'est fait détruire par un tir d'artillerie des Viettes. Et donc elle est restée coincée sur le camp retranché. Bon ben là c'est pareil, quand on fait une opération aéroportée, les premières vagues elles vont être aéro-larguées avec des parachutes. Les vagues suivantes, et en particulier ceux qui servent des matériels lourds, les artilleurs, les gars de la cavalerie qui ont des blindés, eux ils vont faire plutôt du posé d'assaut. En tant qu'ancien militaire, évidemment, on peut expliquer ce qu'on a fait, on peut mettre du concret, mettre de la chair sur des mots et ainsi permettre aussi à nos élèves, quand ils ont l'occasion de rencontrer des militaires, eh bien, d'avoir une certaine acculturation au milieu, de pouvoir comprendre ce que c'est et lire des livres d'histoire et apprendre de ce qu'ont fait nos anciens pour le pays, pour la patrie. On comprend d'autant mieux les choses quand on a eu la chance de suivre une classe défense. On a assisté à une commémoration avec le chef d'état-major des armées, général Thierry Burkhard, et voilà, c'était très important pour nous parce que là, enfin, on a pu vivre des choses qui sont énormes, parce qu'en tant que classe défense à Barral, en province, de pouvoir rencontrer les grands représentants de l'état-major à Paris, etc., c'est quand même assez enrichissant pour nous. Et voilà, on est très très reconnaissant de toutes ces propositions à participer à des cérémonies, à Pau, à l'étape, ou alors quand on s'est déplacé à Paris aussi, c'est des choses qui sont très très bien et on en est très reconnaissant d'avoir la possibilité de vivre ces choses-là. Nous avons été invités également à Genève par Monsieur Laurent Attar-Bayrou, qui est en fait un ancien militaire qui s'occupe d'animer des associations autour des OPEX et des opérations extérieures et surtout auprès des soldats qui ont participé en tant que soldats de l'ONU à maintenir la paix dans des endroits particulièrement conflictuels dans le monde. Il avait entendu parler de notre travail de classe défense et il a décidé donc de nous inviter à commémorer les soldats de la paix, les soldats de l'ONU. Nous avons donc pris un bus en juin. Nous avions dans ce bus avec nous des vétérans de ces OPEX au service de l'ONU, avec lesquels les élèves ont échangé avec plaisir à l'aller comme au retour, échangeant non seulement des expériences d'anciens combattants, avec bonheur et grand plaisir, autour de chants parfois militaires, appris aussi par deux jeunes soldats du 8e RPIMA qui avaient fait le voyage avec nous et qui étaient particulièrement heureux de partager ainsi leur expérience aussi de jeunes soldats en active aujourd'hui. Ce voyage à Genève, c'était pour commémorer donc, les casques bleus. On a effectivement rencontré un groupe de, je crois que ça s'appelait les jeunes faiseurs de paix indiens. Donc on va dire que c'était un peu des homologues, mais d'un autre pays. Donc c'était vraiment super de voir que c'est vraiment quelque chose d'international, l'engagement des jeunes dans la défense et dans la paix.
Nous avons eu également l'occasion de nous rendre à la salle d'honneur du 8e RPIMA. Cet après-midi-là, les élèves ont eu l'occasion de retrouver les conférenciers qu'ils avaient déjà rencontrés à Barral. Et au 8e RPIMA, dans la salle d'honneur organisée par le Major Antoine, ils ont pu à nouveau poser des questions au général Rodeillac, au commandant Sandmayer, sur Dien Bien Phu, sur l'Indochine et sur l'Algérie, autour des objets qui avaient été ramenés par des vétérans qui avaient participé à ces guerres. Donc moi j'avais plusieurs questions. Dans quel contexte vous vous êtes retrouvé en Algérie? Ensuite, quelle fonction vous occupiez? Donc j'ai été supplétif, c'est-à-dire j'ai fait la guerre avec des musulmans, parce qu'ils étaient français, avec des musulmans, et comme je parlais un peu de français et beaucoup d'arabe, donc j'étais radio, donc je portais les postes radio, d'accord? C'était pas celui-là, c'était son prédécesseur, qui était plus lourd que celui-là. Et puis j'utilisais ça aussi. Ça, c'est l'Anger C9, 3 fagots. Alors, pour le faire fonctionner, c'est soit on avait des transformers avec l'électricité, soit il y avait une pile qui s'appelait la BA48 pour rester à l'écoute, et pour émettre, il fallait l'AGN. Il faut se souvenir qu'il y a toujours eu plus d'Algériens dans les unités sous commandement français que sous commandement appelé. C'est-à-dire que si un jour tu lis dans le journal que l'Algérie, ça a été le peuple algérien s'est précipité dans les forces de l'armée algérienne, c'est une erreur. Il y a eu toujours plus de soldats algériens dans les forces françaises que dans les forces algériennes. 127 000 rebelles et 232 000 harkis. 127 000 rebelles, 237 000 harkis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne souhaitaient pas une indépendance, mais ils n'étaient pas contre la France ou contre le français. Hein, on n'en était pas, j'ai jamais entendu, je me suis jamais fait traiter par un Algérien de sale blanc. Le devoir de mémoire est fondamental, mais ce qu'il faut faire attention, il ne faut pas le politiser. Et surtout pas l'utiliser à des fins politiques. Alors là aussi, cette année, oui, elle a été terminée, elle a été conclue par cette invitation du 8e RPIMA, avec qui on entretient des liens étroits, puisqu'il parraine en quelque sorte notre classe défense, de voir l'histoire et la mémoire que conservent ces militaires d'aujourd'hui. Le régiment a été fondé pendant la bataille de Dien Bien Phu, donc ça a été vraiment un moment avec beaucoup d'émotions. Et nous, le fait de pouvoir participer à ce moment d'émotion et de commémoration, ça a été un moment très émouvant pour nous, qui concluait en tout cas très bien cette année de classe défense. Rappelons-nous, en 1953, le 21 novembre, 5000 parachutistes sont montés dans des avions. Parmi eux, 800 volontaires du 8e choc, commandés par un chef illustre, le capitaine Pierre Touré, sautèrent sur Dien Bien Phu. Ils étaient jeunes et, comme nous, avaient choisi une vocation particulière. Déjà aguerris par d'autres batailles au Tonkin, ils étaient confiants dans leur force collective et dans cet esprit de corps qui déjà avait ses particularités. Le régiment, une machine de guerre à l'allure nonchalante, avait à plusieurs reprises démontré son agilité, son envie de vaincre et sa terrible efficacité au combat, comme à Nialo ou sur la RC6. Dans la cuvette de Dien Bien Phu et tout autour, il va maintenir ce rythme. Le 8 est l'élément réservé qui sort régulièrement pour les reconnaissances au loin et qui sera utilisé durant toute la bataille comme une extraordinaire force de contre-attaque. Ils auraient pu encore tenir, pourtant l'état-major leur ordonne de cesser le feu sans drapeau blanc. C'était le 7 mai 1954, il y a tout juste 70 ans. La France avait perdu une bataille politiquement décisive, mais les parachutistes avaient gagné la gloire.
Ils avaient sauvé leur honneur et inscrit dans leur histoire une page immortelle en anéantissant quasiment le corps de bataille du général Giap. Nous sommes rassemblés pour commémorer tous les enfants du 8 qui sont allés au bout de leur engagement. Ils ont donné leur vie pour un idéal supérieur. Ils sont allés jusqu'au sacrifice ultime et leur souvenir nous oblige. Le 8e RPIMA a donné plus de 540 de ses enfants à son pays. Ils sont tombés au champ d'honneur en Indochine, en Algérie, au Liban, en Bosnie, en Afghanistan et en République de Centrafrique. Leur nom est gravé dans le marbre sur la stèle du régiment. Nous ne les citerons pas tous, mais nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous ne les oublions pas. Fermez le banc. Faire aujourd'hui remonter des noms de légendes comme ça qui sont oubliés ou qui n'ont jamais été traités par la population française qui a vraiment oublié cette guerre. Nous, aujourd'hui, on est plutôt fiers de justement de pouvoir assister à ces conférences, à tout ça, pour justement se rappeler de ces hommes-là. Et c'est quelque chose voilà, qui nous tient à cœur. Et pour leur mémoire, on sait qu'en haut, ils seront contents de voir que les nouvelles générations, on puisse justement comprendre ce qu'ils ont fait d'une part et justement être fiers d'eux, même si on est né de multiples générations derrière. C'était au soir d'une immense bataille. Nous étions morts et puis nous étions là. Et dans la nuit, la rage nous tenait. La rage de vaincre nous porta au combat. Et dans la nuit, la rage nous tenait. La rage de vaincre nous porta au combat. Pour l'ennemi, ni trêve ni pitié, il reculera au feu de nos canons. Debout les hommes et sonne le clairon, assaut maçon, pour la France en danger. Nous sommes superbes et nos actions de guerre égaleront celles de nos anciens. Que seront eux au courage légendaire, ils pourront dire à vous nous valez bien. Que seront eux au courage légendaire, ils pourront dire à vous nous valez bien. Pour l'ennemi, ni trêve ni pitié, il reculera au feu de nos canons. Debout les hommes et sonne le clairon, assaut maçon, pour la France en danger. Sur cette terre comme sur d'autres cieux, seigneurs de guerre et soldats de la paix. Nous sommes fiers, nous sommes valeureux, et nous vaincrons pour la France attaquée. Nous sommes fiers, nous sommes valeureux, et nous vaincrons pour la France attaquée. Pour l'ennemi, ni trêve ni pitié, il reculera au feu de nos